Merci, Claire-Anne, pour cette présentation, pour votre invitation aussi, et déjà de m'avoir demandé, maintenant il y a déjà un certain temps, d'écrire ce temps d'arrêt sur la négligence. C'est toujours un challenge, mais c'est ce qui permet de rassembler à la fois des aspects théoriques et aussi toute la pratique, évidemment, dans laquelle j'ai travaillé pendant des années. En tout cas, tu l'as dit, la négligence fait vraiment partie des maltraitances. Hein, c'est défini par le décret maltraitance, ça rentre dans le cadre du décret, enfin du code de la jeunesse. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de situations de négligence, mais c'est difficile à définir, c'est difficile à montrer aux autorités compétentes pour avoir des interventions. Et je dirais que c'est aussi, même vis-à-vis de nous intervenants, des situations qui passent un peu en dessous des radars. Quand on parle négligence, et je vais y revenir, on est vraiment sur la question des besoins de base de l'enfant. Et est-ce que les parents sont capables de répondre aux besoins avec une relation de qualité? Et donc, quand on dit négligence, moi, j'entends vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps et qui risque de durer encore longtemps. Ça veut dire que si vous êtes en contact avec les parents, moi, je vois l'enfant négligé dans les parents. Je vois les traces de ce qui reste et du coup, je mesure à quel point ils ne sont pas très bien outillés pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. Et ça va être notre challenge avec eux, évidemment. C'est un défi de pouvoir les accompagner pour recentrer l'attention sur l'enfant. En tout cas, si on doit rentrer plus dans des repères, la maltraitance physique, les abus sexuels, on a quelque chose de passage à l'acte en fait, et qui a un côté très émotionnel, qui nous fait bouger aussi en retour. On est souvent très impacté, impressionné, touché. Et je pense qu'une des caractéristiques de la négligence, c'est on est dans la carence, le manque de soins. C'est un manque de réponse aux besoins de l'enfant, même s'il l'exprime, même s'il pleure, même s'il ne va pas bien. On pourrait dire que c'est un peu comme si les parents sont un peu absents, ou qu'en tout cas, ils sont préoccupés par tellement d'autres choses dans leur vie que c'est une définition. Être parent, c'est se décentrer de soi. Et évidemment, quand je suis dans beaucoup d'autres préoccupations ou que je n'ai pas eu cette attention quand j'étais enfant, ça va être compliqué de me décaler et de pouvoir faire preuve d'empathie. Parce que quand on va en parler des liens d'attachement, c'est aussi ce qui va nous aider à construire notre capacité d'empathie qui est très utile aussi dans notre boulot. Alors, du côté des parents, comment est-ce qu'on peut comprendre la négligence? Je pense, je l'ai déjà dit, il y a quelque chose du parcours de vie avec, on pourrait dire, des trous, avec des traumas, avec des difficultés, des besoins qui n'ont pas été comblés, qui expliquent une partie de la répétition transgénérationnelle et qui handicapent, on peut dire, le futur de ces enfants et donc des adultes qu'ils sont devenus. Et c'est vraiment la capacité de parents d'être dans se décentrer, apporter les soins à l'enfant, répondre à ses besoins. Et on sait quand on est parent que même si on est très fatigué, même si à ce moment-là j'ai faim, je vais quand même m'occuper de ce bébé qui pleure, etc. Mais il y a des personnes pour qui ça c'est très très difficile. Et donc on y reviendra. Ça va, enfin, il y a quelque chose qui va nous indiquer la capacité des parents de pouvoir entrer dans une qualité relationnelle. Si elle est manquante, ça va poser beaucoup de soucis. Alors, quand on parle de disponibilité, c'est Winnicott qui en a parlé beaucoup à l'époque. C'est vraiment quand un bébé, je dis un bébé d'abord, après c'est des enfants, quand un bébé pleure parce qu'il n'est pas bien, qu'il a faim, etc., lui, il le vit comme un moment vraiment de grand drame, quelque chose. Enfin, il n'a pas les moyens de comprendre ce qui lui arrive, c'est tout son corps qui est mal, et c'est le parent dans la réponse qu'il apporte et qui ne fait pas trop attendre le bébé, et que ça se répète pendant plusieurs fois par jour, pendant des semaines, des mois, et puis quand ils sont plus grands, ben on répond, mais on peut avoir un peu de décalage, on peut dire attends j'arrive, ou
attends, ça je fais après, mais d'abord j'ai autre chose à faire. Et c'est vraiment cette régularité qui va apaiser, hein, on appelle ça la régulation des affects, on peut dire la régulation des sensations ou des émotions aussi. Et ça construit une fiabilité en fait des réponses. Ça veut dire je peux compter sur mon environnement pour répondre à mes besoins. Et mes parents ont, ou mon entourage, parce que ça peut être d'autres personnes, ont la capacité de décoder les signaux d'appel d'un bébé puis d'un enfant. Et c'est cette prévisibilité qui fait que l'enfant prend confiance et peut petit à petit s'occuper d'autre chose que juste toujours vérifier si l'adulte est disponible pour lui. Et c'est aussi la cohérence. Donc c'est un bébé, je reprends la notion de bébé parce qu'on le comprend bien comme ça. S'il pleure, il a faim et que vous ne lui répondez pas ou que vous dites « Oh là là, tu as l'air fort fâché, mais écoute, tu vas attendre », un bébé, ça, c'est pas une réponse adéquate. Et donc, c'est vraiment important, cette cohérence des réponses qu'on va offrir à l'enfant. Mais alors, quels sont les obstacles? Je reste du côté des parents. Quels sont les obstacles du côté des parents pour ne pas pouvoir répondre aux besoins de l'enfant? Et donc, je l'ai dit, eux-mêmes, souvent, ont eu des modèles relationnels dans leur famille ou l'environnement où ils ont grandi, avec des trous, en tout cas des manques, des carences, et ça ne les rend pas très disponibles à pouvoir répondre à un autre être vivant qui, lui, est très en demande. On voit même des parents qui sont relativement abîmés, et pour eux, un bébé ou un enfant, c'est trop de stimulation. Ils sont un peu dans des états un peu de déprime comme ça, des gens un peu éteints, et un enfant, ben, c'est très sollicitant, vous le savez. Et donc, quand je parlais tout à l'heure des troubles de l'empathie, mais ça, je pense, on parle aussi de l'accordage, hein, comment des parents vont s'accorder comme les cordes d'un violon, ça va sonner juste quand c'est accordé. En fait, on va le sentir dans nos interventions quand des parents sont relativement à côté, hein, comme si ça sonne faux. Et là, on sent à l'intérieur de nous qu'il y a un truc bizarre. Et donc, quand il y a un trouble de l'empathie ou un mauvais décodage des parents vis-à-vis de ce que l'enfant demande, on va le percevoir. C'est ce manque de disponibilité psychique. On peut aussi dire, et aujourd'hui évidemment c'est une grosse question d'actualité, c'est que si on ne va jamais confondre la pauvreté et la négligence, c'est deux choses différentes. Mais s'il y a trop de précarité, si on passe son temps à devoir courir partout pour essayer d'avoir à manger ce soir, qu'on ait un peu de chauffage, etc., il y a des chances qu'on soit beaucoup moins disponible aux besoins des enfants à ce moment-là. Des choses comme l'isolement, mais l'isolement est lié aussi au fait que ben, sans doute ben, ma famille, je ne peux pas compter dessus, ils n'ont jamais été corrects avec moi, je déménage tout le temps ou j'ai peu d'amis. On voit aussi comment les troubles de l'attachement vont amener une difficulté à demander de l'aide. Hein. Or, on a tous été formés pour que les gens nous demandent de l'aide. C'est des personnes dans la méfiance qui sont fort refermées sur eux-mêmes. Et c'est intéressant parce qu'on va voir chez les parents toutes les séquelles, en fait, des troubles relationnels qu'ils ont vécus et qui font qu'ils sont peu disponibles. Alors, on a aussi les soucis de santé mentale, des soucis de santé physique aussi, hein. Des personnes qui sont dans des addictions, ben, ce sont aussi allez, on va dire des ersatz de solutions face à l'angoisse, face à la déprime, à une vie trop dure, des personnes dans des comportements délinquants, mais on peut lire une partie de ces difficultés comme étant des séquelles de ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc, ça nous donne allez, on va dire une vision évidemment assez difficile du côté des parents, mais avec des parents qui ne sont pas très prêts à travailler avec nous. Et j'aime bien, Claire en a parlé d'alliance. Moi, je ne parle pas facilement de confiance avec ces personnes-là parce que je pense qu'ils se méfient d'abord très très fort de nous. On va déjà tenter de faire une alliance avec eux. Alors, du côté des enfants, bien évidemment, on va parler de comment on rencontre les besoins primaires des enfants. Il faut donner des réponses. En tout cas, des tout petits, c'est dans une forte immédiateté. Plus il grandit, plus on peut un peu
répondre avec un petit délai. On lui dit mais ça va, j'arrive, je vais m'occuper de toi, etc. Mais on voit qu'encore aujourd'hui, quand j'entends qu'on ne veut plus donner de dîner chaud à l'école pour des petits, moi je suis un peu effarée parce qu'il y a des enfants, ben voilà, c'est leur repas chaud de la journée et ils n'auront peut-être rien après, hein, on ne sait pas. L'enfant a aussi beaucoup besoin de rencontrer des humains. Hein, c'est ce que Stern a appelé l'intersubjectivité. Donc, dès la naissance, un bébé va être très actif pour rencontrer des regards qui lui répondent. Et vous voyez d'ailleurs chez des parents qui ont des troubles de l'attachement, ça va être difficile de rencontrer leur regard. Vous allez voir un petit, pas forcé, parce que si c'est difficile pour eux, il ne faut pas les agresser, mais on voit comment des personnes comme ça vont avoir du mal de répondre à un enfant très demandeur d'échanges de regards. Je crois, Cyrulnik dit la première année, il y a 100 000 échanges de regards. Donc, et si vous avez eu des bébés, vous savez combien de temps on peut passer son temps à les regarder. Mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que derrière ça, il y a vraiment toutes sortes de connexions neuronales qui se créent. Et vous avez vraiment un cerveau qui se construit grâce à ce contact humain, à ce contact avec des personnes qui lui répondent. Alors, quand on parle de liens d'attachement précoces qui doivent se construire dès la naissance, on pourrait dire même pendant la grossesse, en fait, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est autre chose. C'est vraiment construire une base sécure pour l'enfant. Moi, j'appelle ça les fondations de la maison. Quand votre maison est construite, on ne voit plus les fondations, mais c'est ce qui fait que la maison tient et qu'elle tient droite. Et vous avez, on va dire, 2/3 de la population qui est relativement sécure. Ça veut dire que les parents ont répondu, il n'y a pas de parents parfaits de toute façon, mais a répondu de manière suffisamment adéquate. Et puis, il y a des parents qui vont induire une insécurité chez l'enfant. Et le risque, c'est comme ce modèle relationnel va être, ou les modèles des parents, enfin les personnes qui s'occupent des petits, ça va devenir le modèle avec lequel les enfants vont entrer en contact avec d'autres personnes. Et donc, si vous avez des parents très défaillants, vous risquez d'avoir des comportements très, très problématiques dans la manière dont l'enfant établit le lien avec d'autres. Et on le sait très bien, dans les attachements insécures, ben, un enfant va vérifier, par exemple, si l'adulte est disponible, et puis quand il l'est, il s'en va, et il fait comme s'il n'en avait pas besoin, alors qu'il en crée d'envie. Mais donc, c'est ça qui est problématique dans les attachements insécures et les graves troubles de l'attachement, c'est que même si l'enfant en a grandement besoin, la manière dont il formule, on va dire, dans le comportement, l'attention, il demande l'attention des adultes ou d'autres personnes, il le fait d'une manière qui est déjà inadéquate. Et même un éducateur, un psy, n'importe qui est formé, au bout de 3 fois qu'un enfant vient vers vous et puis au dernier moment il se taille parce qu'en fait il voulait juste voir si vous étiez disponible et vous restez là à ne pas pouvoir être en contact avec lui, vous allez finir par ne pas être content. Et donc, c'est ça qui rend aussi la difficulté, je trouve, de pouvoir rencontrer ces enfants-là. Alors, quand on parle de négligence, on croit qu'il n'y a pas de traces, qu'il n'y a pas d'éléments objectifs. C'est pas vrai, mais je pense qu'on ne s'est pas habitué à les voir. Alors, la première chose, mais ça c'est vrai dans toutes les maltraitances, c'est que le corps de l'enfant parle. Et dans la négligence, évidemment, quand on dit le corps de l'enfant parle, c'est pas tellement que vous allez voir des traces de coups, des choses comme ça, quoique c'est pour notre esprit hein, qu'on met des catégories, mais bon, voilà, on pourrait aussi avoir des coups, mais ici on se centre vraiment sur les effets de la négligence. On va en tout cas avoir des enfants qui ont peut-être la peau terne, des cheveux qui cassent, qui sont maigrichons, ils sont un peu anémiques, voilà, ils sont pas bons, et donc évidemment il y a du rejet dans les relations avec les autres enfants, il fait fuir les autres, ou bien il n'est pas socialisé, donc ou bien il est très replié, ou bien il est très agressif, et donc son modèle relationnel n'est pas tout à fait adéquat pour rencontrer les autres. Alors évidemment, en ayant travaillé avec une pédiatre à table, en réunion d'équipe chaque semaine,
elle nous a vraiment enseigné, et moi via l'ONE, quand je forme des personnes de l'ONE, c'est vraiment le médical qui est premier. C'est-à-dire que comme psychologue, comme assistant social, comme éducateur, on peut percevoir des choses, mais on n'a pas les compétences pour pouvoir identifier le souci qu'il y a dans le développement de cet enfant. Ce qu'on peut voir sans doute, c'est qu'il y a des retards. Hein, et on va avoir des retards parfois au bout de 2 mois, 3 mois, et le temps de l'enfant est très court. Hein. Quand je parle des tout petits, on ne va pas attendre 1 an parce que le contrat de SAG, c'est 1 an, non. Peut-être qu'un mois, quand on a 3 mois, c'est énorme. Et donc, on doit être vraiment très attentif et reprendre les questions régulièrement. Et donc, ben, qui est représentant du médical? Ben, 0,6 ans, c'est l'ONE, qui n'est pas obligatoire, mais on peut vraiment encourager, soutenir les familles à aller vers l'ONE. Il y a les PSE qui reprennent le relais quand l'enfant est à l'école. Les médecins traitants, mais qui sont le médecin de la famille, si la famille évidemment a un médecin, mais on va essayer évidemment qu'il y ait un médecin dans le circuit. Le pédiatre est vraiment celui qui va suivre le développement de l'enfant. Et sachez que quand l'ENE fait ces 3 courbes, hein, poids, taille, périmètre crânien, c'est vraiment un des indices majeurs pour voir qu'un enfant, alors chez des tout petits, on va voir très vite que le poids stagne, qu'il ne grandit pas, qu'il y a un souci. Et puis, j'avais ma collègue pédiatre qui avait repris des dossiers comme ça et elle disait, c'est incroyable parce que je vois même, en refaisant les courbes, que quand le réseau lâche la famille, eh bien, l'état de l'enfant se dégrade. Hein. Donc, notre présence et notre soutien à la famille a aussi un impact sur le développement. Mais on peut reprendre les courbes du moment qu'on a 3 points sur la carte. On a le poids de la naissance, on a peut-être quelques fois quand il est tout petit, et même à 5 ans, à 10 ans, on peut reprendre, voir effectivement qu'il y a des soucis dans le développement, qu'il y a des retards, que peut-être qu'il y a des soucis, je ne sais pas, moi, l'enfant ne sait pas bien lire, il a besoin de lunettes, il n'entend pas bien, enfin, il y a toutes sortes de choses sur le plan somatique qui nécessitent évidemment d'être pris en charge par le médical. Et j'y reviendrai après, il y a la question aussi du stress chronique, très importante dans les questions on va dire en général de maltraitance, c'est que tous les enfants, mais tous les adultes aussi, qui se retrouvent dans des situations où ils sont insécures, se sentent en danger, où à tout moment il peut leur tomber une tuile sur la tête, en fait on est bien équipé, c'est qu'on a une hormone, le cortisol, sécrétée qui va venir protéger notre cerveau. Sauf que quand vous êtes sur le qui-vive en permanence, cette hormone va être sécrétée beaucoup trop et en permanence, et donc elle va venir s'infiltrer dans les structures cérébrales et va venir abîmer les parties du cerveau et les connexions neuronales. Et donc chez un enfant déjà négligé avec des troubles d'attachement où déjà les connexions neuronales ne sont pas très solides, enfin ça, je pense qu'il y a eu un exposé très intéressant de Catherine Bézou au mois de décembre et que j'encourage vraiment à aller voir puisque c'est une neuroscientifique, c'est sa spécialité, et elle montre très précisément à quel point les maltraitances et la négligence vont profondément abîmer ou ne pas bien construire le cerveau de l'enfant, c'est l'ordinateur central. Hein. Donc c'est important. Alors quand je donnais des formations dans une pouponnière, ils m'ont dit comment on teste ce cortisol? Eh bien c'est de nouveau du médical, c'est fort facile, sans doute une prise de sang, mais c'est surtout une tigette dans la salive. Et donc elles disent, ah mais oui, chez nous, on teste les enfants en arrivant et on les teste un peu de temps après, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois après, ce qui permet de vérifier si l'enfant, dans ce cas-là, par le placement, est plus sécure qu'avant. Et donc ça, c'est fort intéressant parce que ça veut dire c'est aussi une preuve tangible au niveau médical si un enfant est sous stress ou pas. On avait eu une situation, nous, à SES, d'un enfant, bon, il avait un parent bipolaire, l'autre était vraiment en grave dépression, tentative de suicide, etc. Heureusement, il était
en famille d'accueil, mais il allait voir tous les jours si ses parents allaient bien à la maison. Ben, parfois, la mère ne répondait pas et comme elle était suicidaire, c'était fort inquiétant pour lui. Il est allé en classe verte 5 jours. 5 jours, c'est pas long, hein. Il est revenu et il nous a écrit une lettre à ma collègue et moi pour nous dire qu'il ne voulait plus venir aux réunions avec ses parents, qu'il n'avait jamais été aussi bien de sa vie et que, voilà, les classes vertes, c'était super. Alors, pour nos enfants, ça peut être super aussi, les classes vertes, mais ici, il nous a vraiment montré comment être moins sur le qui-vive, moins dans cette hyper-vigilance qui consomme donc une énergie énorme et qui abîme le cerveau, eh bien, c'est beaucoup plus confortable. Donc, ça veut dire que quand on place des enfants pour les protéger de situations vraiment problématiques, et c'est vrai, le cortisol, c'est vrai aussi pour les enfants maltraités, abusés, etc., ou avec la violence conjugale, ce serait vraiment intéressant qu'on teste le cortisol au moment où on fait le constat que ça ne va pas, on les protège et puis on constate 1 mois, 2 mois après, mais c'est un médecin qui doit faire ça évidemment, et qu'on ait cette attention parce que c'est quand même intéressant pour nous et pour les autorités qui prennent les décisions de savoir que la décision prise effectivement a un effet protecteur pour cet enfant. Donc dire qu'il n'y a pas de preuves au niveau de la négligence, bon, c'est pas vrai, il y en a, il faut les chercher. Donc j'ai dit que la négligence, c'était pas la pauvreté, hein, c'est sûr que si vous êtes dans une grande précarité, c'est compliqué. C'est important de souligner aussi la responsabilité de notre société par rapport à la prise en charge et aux soins que notre société donne aux familles avec des enfants. C'est incroyable de penser qu'un enfant sur 4 vit dans la pauvreté en Wallonie. Moi, je ne comprends pas comment une société quand même riche supporte que des enfants s'abîment, parce que la négligence abîme durablement les enfants. Hein, quand on parle du cerveau, c'est quand même grave, parce que c'est le cerveau, mais c'est tout le corps, mais en tout cas pour l'avenir, c'est compliqué pour ces enfants-là. C'est aussi ceux qu'on va retrouver en difficulté scolaire, qu'on risque de retrouver dans les enseignements spécialisés ou dans des institutions avec des troubles du comportement, etc. Donc effectivement, ça c'est une grosse difficulté. Alors dans la négligence, on a aussi la négligence éducative. D'abord celle-là, dans des familles où il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui tient, c'est très compliqué évidemment pour ces enfants d'avoir des repères et de s'adapter du coup à des milieux collectifs, la crèche, l'école, et de pouvoir respecter un cadre en fait. Et puis, je viens évidemment à ce qui me paraît la négligence sans doute la pire et qui est sans doute présente dans toutes les négligences, c'est la négligence affective et qu'on va dire à travers la question de l'attachement, c'est-à-dire un enfant qui doit se débrouiller avec peu d'attention, peu de réponse à ses besoins, peu d'affectivité, peu de chaleur, peu d'échanges. Et donc, le souci, c'est vraiment que ce sont ces besoins qui ne sont pas rencontrés et entre autres la régulation de ses sensations et de ses émotions. Je redis, un bébé qui a faim, à qui on ne répond pas, ou qu'on répond à côté de la plaque, ou qu'on répond une fois sur deux, évidemment, c'est chaque fois comme s'il vit un drame, comme s'il vit la pire chose dans sa vie. Winnicott parle d'angoisse archaïque très forte et des expériences qui restent en lui, évidemment, pendant des années. Alors, j'aime bien de voir la question de l'attachement comme un socle, comme les fondations de la maison. Et une fois que c'est mis en place, en tout cas c'est en bonne voie, c'est ce qui fait que l'enfant va pouvoir explorer son environnement. Et donc, sans doute, vos enfants, les miens, s'il y a un attachement suffisamment sécure, ils commencent à aller à 4 pattes et puis à toucher à tout et puis à pouvoir construire avec des blocs et puis ils vont à l'école et puis ils apprennent, ils s'intéressent à plein de choses. Dans les troubles de l'attachement et dans la négligence, on a des enfants qui ne sont pas assez stimulés et donc qui vont avoir du mal à pouvoir s'intéresser à l'extérieur, puisqu'ils restent très préoccupés. Est-ce qu'un adulte va s'intéresser à moi? Ou ils sont déjà très repliés, ils ne demandent plus rien à personne. C'est les enfants qui posent dans ces cas-là moins de problèmes. Mais du coup, ils ne reçoivent quand même pas l'attention dont ils auraient besoin.
Alors, ce qui est important de comprendre quand on parle de l'attachement, qui n'est pas l'amour, c'est la réponse aux besoins primaires, c'est que ça donne des modèles relationnels, hein, on appelle les modèles internopérants. C'est ce qui, pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, ça nous donne des modèles relationnels. Donc, si vous avez un père, une mère, des grands-parents, des amis, etc., vous allez avoir un panel assez large de types de relations et ça va vous donner un socle pour construire la confiance en vous-même, la confiance dans les autres, l'estime de soi. Ça va vous aider à apprendre à gérer la détresse et ça va vous donner une sécurité interne qui construit l'autonomie de l'individu et donc qui le rend moins dépendant. Et je l'ai dit, ça va ouvrir la curiosité, ça va permettre aussi de pouvoir s'adapter aux changements dans la vie, il y a tout le temps des changements, et d'apprendre voilà, au fur et à mesure de notre vie. Si vous n'avez pas cette sécurité affective, ben, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'angoisse, peut-être beaucoup de contrôle aussi, parce que moi j'ai tellement peur que tout change tout le temps, etc. Et on va voir chez certains enfants et en institution entre autres, que dès qu'il y a un changement, cet enfant angoisse particulièrement. Logique, parce que c'est compliqué pour lui. Alors ce sont des enfants dans le repli ou qui vont avoir un comportement qui déborde et qui vont faire des crises qu'on ne comprend pas. Pourquoi tout à coup il fait une crise? Et ce n'est pas la crise de j'ai pas le bonbon que je voulais, c'est autre chose. Hein. C'est des crises beaucoup plus profondes au niveau de l'insécurité. On peut avoir des enfants qui vont être très désorganisés, comme leurs parents d'ailleurs, ou des dissociations hein, pour survivre en fait. Et donc, ils auront un comportement assez imprévisible, avec des troubles psychosomatiques, des troubles de santé mentale, dans l'identité, etc. Et donc, effectivement, c'est une difficulté. Évidemment, je vais quand même un petit peu parler de qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est ça qui est intéressant. Et j'aime bien de dire, on va tricoter les relations d'aide, parce que vraiment, c'est un ouvrage à remettre sans cesse sur le métier. Je le redis, les enfants vont avoir éventuellement un développement retardé, on va avoir des effets de détresse, on va avoir des enfants fort repliés ou avec des comportements très débordants. On va être face à la méfiance des parents, hein, ils sont pas très accrocheurs. Et d'ailleurs, à cause de ça, on risque de les abandonner. Parce que des gens qui n'ont pas envie de vous voir, il faut déjà de l'énergie pour les accrocher. Mais aussi parce qu'ils vont vraiment tenter de nous décourager. Puisque dans leur propre famille et dans leur environnement, on ne s'est jamais vraiment bien occupé d'eux, ils ne peuvent pas croire que des gens vont s'intéresser à eux. Et donc, ils vont vraiment nous décourager d'intervenir. Hein. C'est ce que Munier appelle les stratégies de l'indifférence. Il a écrit un livre là-dessus. Ça veut dire que ces personnes se sont vécues comme tellement indifférentes, on s'est tellement peu occupé d'elles, qu'elles essayent de nous rendre indifférents, si je peux l'exprimer comme ça. Et donc, ils ne vont pas nous demander d'aide. Donc, c'est nous qui allons aller à leur rencontre. On va devoir les apprivoiser, c'est pas facile. Ils ont beaucoup de peur. On ne va pas être dans l'objectif de changer ses parents parce qu'il y a une question de temporalité. La temporalité de l'enfant est très courte dans son développement. On a 20 ans, mais bon, quand même. Tandis que les parents qui sont déjà très abîmés ou très défensifs, ça prendrait énormément de temps et on n'est même pas sûr du résultat. On va miser sur l'enfant. Et on va essayer de les associer et même de les soulager. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour certains parents, c'est trop de stimulation, c'est trop dur de s'occuper tout le temps de l'enfant et il vaut mieux que un bébé aille à la crèche, qu'il y ait une garderie après l'école, qu'il y ait des activités en dehors des moments scolaires, des plaines de jeux, les vacances, voire même un internat à un moment donné parce qu'on voit bien qu'à la maison c'est compliqué. À l'école, c'est de ne pas se décourager que, oui, de nouveau, il n'a pas ses tartines ou il n'a pas son matériel. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Et donc, ce n'est pas en se fâchant contre lui qu'on va y arriver, mais c'est vraiment de se mettre dans la position, ok,
Ses parents, on essaie, il y a peut-être une aide familiale, il y a une assistante sociale, je ne sais pas, enfin, il y a toutes sortes de services. Chacun fait comme il peut, mais en tout cas, nous, par rapport à l'enfant, on va vraiment tenter de lui apporter, de lui répondre à ses besoins, d'offrir une relation de qualité à cet enfant et de le stimuler. C'est Munier aussi qui parle de la promesse. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette façon dont il a de parler aux parents, c'est de dire, mais en fait, quand vous étiez enfant et que c'était très compliqué dans votre famille, vous vous êtes sans doute promis que jamais vous feriez ça à votre enfant. Ben, souvent les parents disent, ben oui, moi je pensais que j'allais faire mieux, etc. Et puis, ben oui, peut-être que maintenant vous êtes adulte, c'est plus compliqué, vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes coupé de votre famille, enfin voilà, il y a plein de soucis. Et il dit, mais peut-être qu'on va vous aider à remplir votre promesse. C'est vraiment venir se mettre en partenaire, en coparent, d'une certaine façon, ou pour le dire autrement, Berger parle de la parentalité partielle, de se dire qu'est-ce que ses parents sont capables d'assumer et qu'est-ce que la société va pouvoir apporter aux enfants en plus pour permettre aux enfants d'évoluer mieux que les parents eux-mêmes ne sont aujourd'hui. Et donc, dans nos évaluations, c'est vraiment d'évaluer ce qui va et ce qui ne va pas très bien, ou ce qui ne va pas du tout, mais avec le souci de vraiment d'avoir une attention à ne pas être dans le jugement vis-à-vis des parents, ils sont très vite refermés, et de ne pas avoir trop d'exigences. C'est comme un escalier. Hein. Si on vous demande 3 marches à la fois et que déjà une marche, vous aimeriez bien qu'on la remette qu'on la recoupe en 3, c'est des familles avec lesquelles il faut se dire on va aller petit à petit, en tout cas du côté des parents. Sinon d'ailleurs, si on a trop d'attentes, trop d'exigences, on va être déçu et on va les rejeter, on va les laisser là. C'est pas vraiment l'objectif. Alors, une chose qui est peut-être aussi difficile dans le décret d'aide à la jeunesse, c'est de se dire quand on est dans la négligence, on est sur une durée. On va être là pour plusieurs années. Et donc, c'est pas parce que le SAJ n'est plus là qu'on ne doit pas continuer. Ou c'est même si on n'arrive pas à ce que le SAJ ouvre un dossier parce qu'il n'y a pas assez d'éléments probants, c'est comment on va s'entraider entre professionnels pour tenir dans la durée. Tout seul, on n'est rien, on ne tient pas le coup. C'est important d'avoir des collègues, de discuter des situations. C'est important d'avoir un réseau qu'on connaisse autour de soi, qu'on connaisse les personnes du réseau. Et c'est vraiment dans un soutien mutuel et de toujours se rappeler le sens de pourquoi on fait les interventions. C'est-à-dire, allez, je repense à certaines situations qu'on a gérées, moi, à partir d'une équipe SES. Peut-être que même si on voyait les parents, on n'avait pas beaucoup d'actions finalement. Mais par contre, lors des réunions de réseau, d'aider l'aide familiale, la péricultrice de la crèche ou l'école, ou un autre service, de comprendre pourquoi c'est important de continuer, de ne pas lâcher la situation, alors que les parents font tout ce qu'ils peuvent pour nous décourager. C'est vraiment, c'est ça qui est important. Et donc, on va être à l'accueil de toutes les ressources possibles autour de nous. On va essayer de peut-être cultiver la solidarité, de voir dans le quartier qu'est-ce qui est possible. C'est vraiment intéressant de connaître chaque quartier, chaque village, chaque ville a un peu des petits services spécifiques. Parfois, il y a des choses plus bénévoles ou enfin, là où on peut aller chercher des vêtements ou un peu de nourriture. Ou, enfin, voilà, de vraiment chercher toutes les petites aides sont bienvenues. Et aussi de voir avec la famille son réseau non professionnel. Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a de la famille? Souvent non. Il est arrivé, moi, dans plusieurs situations où il y avait un voisinage qui était vraiment attentif et qui pouvait apporter un repas ou s'occuper des enfants pendant les congés scolaires ou des choses comme ça, ou offrir le 4 heures. Et donc, contrairement peut-être à ce que vous avez l'impression pour la maltraitance physique ou les abus sexuels, la négligence, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Hein. C'est vraiment une affaire de chacun. Et je dirais surtout des premières lignes. Je ne veux pas me retirer de ça, mais des premières lignes dans le sens où c'est
le petit quotidien de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit à la crèche, que ce soit dans une activité sportive ou en pleine de jeu, c'est tous ces moments où l'enfant se sent en sécurité, a des personnes bienveillantes autour de lui qui entrent dans des relations positives avec lui ou cadrantes hein, aussi. En tout cas, il se sent protégé, on répond à ses besoins, il a une attention de qualité et des personnes qui décodent ses besoins. Ça lui manque. Et donc, c'est comme nourrir l'humain en lui. Et vous vous rappelez, quand j'ai parlé des neurosciences, hein, c'est vraiment, c'est comme si on recrée, les neuroscientifiques parlent de sentiers, puis de routes, d'autoroutes, hein, chaque fois qu'on répète une situation. Et donc, quand vous vous occupez d'un enfant, et que chaque fois vous êtes là, vous êtes sécure, vous êtes attentif à lui, mais même s'il faut le remettre à sa place, hein, mais il peut compter sur vous, eh bien vous construisez de nouvelles connexions neuronales, et donc on ne sait pas aller faire chaque fois une résonance magnétique pour le voir, mais vraiment c'est important et ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, parce que c'est vraiment briser la chaîne de la répétition en espérant que cet enfant soit mieux outillé que ses parents ne le sont aujourd'hui. Et quelque part, on est vraiment des tuteurs de résilience. Et je trouve que c'est intéressant, et peut-être vous avez cette expérience-là, avec des enfants, des ados, même des adultes, de demander, tiens, mais qui ou qu'est-ce qui a fait que ça t'a aidé? Et parfois, c'est quelqu'un qui paraissait pas occuper une place très importante, mais moi, j'ai entendu, pour certains, c'est juge de la jeunesse, c'est la cuisinière de l'institution, c'est la garde de nuit, c'est l'éducateur, parce que une fois, je me baladais et je suis passée devant une institution et l'éducateur disait, mais chez nous, le week-end, les enfants n'ont pas envie de rentrer parce que ils se sentent sécures chez nous, on fait des balades dans les bois, ils ont des activités, bon, on les calme, hein. Mais donc c'est un indicateur hein, que vraiment ces enfants peuvent venir, une fois qu'on a réussi à les apprivoiser et à les mettre dans un sentiment plus sécure, qu'ils vont effectivement pouvoir vraiment s'appuyer sur nous. Alors il y a quand même ce soutien des professionnels, parce qu'on se ramasse quand même des émotions pas faciles, on a des moments de grand découragement, d'impuissance, et donc j'insiste vraiment beaucoup, parce que dans la négligence, peut-être plus que dans la maltraitance physique ou les abus, on va être traversé par beaucoup d'émotionnels, on ne comprend pas bien ce qui se passe, et ça vaut la peine de le déposer, d'en parler avec des collègues et d'essayer de faire le lien avec ce qui se passe. Je pense à, c'était quelqu'un de l'ONE qui m'expliquait, voilà, je vais à domicile et ça fait 3 fois et j'arrive jamais à parler du bébé avec la maman. Elle parle toujours de tous ses problèmes et elle a plein de choses à dire et moi j'essaye, mais je me sens vraiment un mauvais professionnel. Je dis, ah mais non, 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 qu'une fois, enfant, voilà, ça peut arriver, ou que la maman avait vraiment un gros souci. Mais quand vous voyez des parents qui envahissent continuellement la sphère de l'aide, la relation avec leurs problèmes à eux, c'est un indicateur inquiétant, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour l'enfant, même quand vous êtes là, mais quand vous n'êtes pas là aussi, il y a toujours d'autres préoccupations ou le produit qui apaise ou autre chose qui va les mobiliser. Voilà, mais Claire-Anne, je vais te laisser un peu ramener des questions parce que je vois des choses passer. Effectivement, il y a sûrement beaucoup de questions. Merci beaucoup, Claire. Tu as fait déjà un tour de la question bien en profondeur, j'ai envie de dire, mais en effet, qui soulève quelques questions. J'avais envie, j'en ai pas une, mais je vais en épingler plusieurs, mais de te réentendre sur le fait de comment faire quand un parent, en fait, comment parler de ça avec un parent, comment faire pour qu'il s'aperçoive, se rende compte qu'il n'est pas tout à fait ajusté aux besoins de cet enfant. Mais en tout cas, c'est une question vraiment intéressante parce que quand on parle des besoins de l'enfant, les parents ne comprennent pas hein, avec quoi on vient. Et donc, je pense que d'abord, ils ont, eux,
des troubles d'attachement, ils ont des troubles de l'empathie, mais nous, on va devoir trouver des trésors d'empathie pour ne pas se fâcher et ne pas se décourager et les envoyer balader, on va dire. Et donc, effectivement, ben, on va avoir avec eux. Je pense que tous les services d'aide à domicile sont parfois bien placés parce qu'il y a une proximité et, et ils arrivent parfois de manière très simple à dire les choses ou à veiller à ce que, je pense à des aides familiales, à ce qu'ils fassent propre, à ce qu'il y ait un repas chaud, des choses comme ça, et que le parent va pouvoir le faire avec l'aide familiale, mais il ne va pas pouvoir se mobiliser tout seul. Même après 3 mois, si on arrête, ça va revenir en arrière. C'est pour ça que j'ai parlé de la promesse de Munier, c'est de dire, mais moi, je ne peux pas croire que vous n'avez pas envie du meilleur pour vos enfants. Et donc, comment on va faire? Parce que quand même, voilà, si l'école dit, ben, il n'a jamais ses affaires, il n'a pas son repas dans son cartable, qu'est-ce qui empêche que ce soit possible? Je pense qu'il faut être concret. Et il faut peut-être expliquer aussi c'est quoi les besoins d'un enfant, parce que pour beaucoup de familles, la socialisation ne fait pas partie, le cognitif, ils ne comprennent pas comment ça se fait que ça ne se développe pas tout seul. Et donc, il faut sans doute, ce qu'on appelle aujourd'hui, faire aussi de la psychoéducation, hein, où je pense que pour ça, l'ENE a beaucoup d'outils, aussi très concrets, pour pouvoir parler avec des parents. Et ce n'est pas parce qu'on a parlé une fois que c'est acquis. Hein. C'est comme faire un biberon. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a expliqué, après on demande à la personne d'expliquer comment on le fait, et là on réalise qu'il n'a pas compris. Parce que ça, il y a peut-être aussi quelque chose d'important là derrière. On a forcément des parents dont le cognitif ne s'est pas bien développé, ou en tout cas qui ont été abîmés. Et donc, comme nous, on est quand même fort formés au verbal et à la pensée, alors qu'eux vont être peu à ce niveau-là. Il faut parfois être très concret, faire un dessin. Allez, moi, par exemple, pour expliquer la place du SAJ des autres intervenants, on peut faire un schéma, un plan, et on peut dessiner. Enfin, plus on est concret, plus on accompagne de visuels, je pense, mieux c'est. Et peut-être qu'il y a peut-être certains connaissent, il y a des jeux ou des outils qui existent vraiment pour montrer les besoins de l'enfant. Et alors évidemment, c'est compliqué puisque les parents eux-mêmes peut-être n'ont pas eu cette expérience. Et donc effectivement, voilà, c'est intéressant. Je crois aussi c'est trianguler avec des outils. Donc c'est pas ma parole contre la leur. Quand on peut trianguler avec des outils qui font un peu partie de common knowledge, comme on dit, alors c'est plus intéressant. Et puis on le laisse là, et puis on revient avec, enfin voilà. Ouais. J'avais aussi envie de te faire revenir sur la question de la temporalité du soin des parents et du soin à l'enfant. Et je me disais en t'écoutant et peut-être en lisant certaines interventions d'autres participants que on doit aussi sans doute penser le réseau pour pouvoir apaiser notre propre pratique professionnelle à se dire, ok, moi je m'occupe de l'enfant, mais d'autres sont là pour le parent et pour suivre le parent peut-être justement dans ce que tu viens d'expliquer qui est plus du côté du psycho-éducatif, mais peut-être que ça c'est aussi un travail que chacun et chaque équipe doit mener, c'est de se représenter un réseau qui aide l'enfant et son parent. Oui, ça c'est vraiment important. Hein. Quand on fait une concertation en réseau, c'est par exemple très intéressant de bien identifier qui est référent de qui. Parce qu'en fait, y en a un qui est peut-être référent de l'enfant, un autre du parent. L'ONE, ils sont forts sur la relation aussi, c'est important. Et donc, c'est aussi entendre les échanges de ce point de vue-là. Si j'ai un référent adulte d'un père qui est toxicomane, évidemment qu'il n'a pas le même point de vue que moi. Mais c'est très important qu'il soit là et qu'il soutienne le père.
Et donc, je ne vais pas le bannir parce que je suis le père qui est toxicomane. Je vais au contraire me dire, OK, ou c'est vrai avec un psychiatre adulte aussi, c'est de se dire, OK, la mère ou le père sont suivis, ils ont une médication, ils ont une prise en charge, mais c'est juste rappeler à l'intervenant, mais est-ce que vous tenez compte quand même qu'il y a un enfant ou plusieurs enfants dans le jeu de qui, et est-ce que ça peut tenir la route? Mais que ce référent adulte ne soit pas responsable de l'enfant, de toute façon, il ne travaille pas avec lui. Et donc, je trouve que dans le réseau, c'est important de voir si on est bien à l'écoute des référents enfants, parce que c'est souvent, on reproduit ce qui se passe dans les familles, c'est qu'on est plus à l'écoute de ce qui se passe pour les adultes, et les enfants, les référents enfants, souvent, ils ont un peu du mal à se faire entendre. Je me rappelle d'un rendez-vous SAJ, on avait dû attendre 1 heure avec 3 enfants assez diablotins. Quand on est entré, qu'ils ont un peu retourné le bureau du conseiller, ça a été vite fait. Hein. Je me suis dit, ben, finalement, c'est assez efficace. Mais bon, on ne va pas faire ça chaque fois. Mais c'est dire que si j'étais conseiller, je serais très touchée par les parents parce qu'ils sont touchants. Mais en même temps, je ne dois pas oublier qu'il y a l'enfant. Et dans le réseau, c'est ça aussi. C'est ne jamais oublier que, oui, mais les enfants, là, maintenant, il faut quand même qu'on entende comment ils vont. Et donc, si dans un réseau, qu'on est dans la négligence, il vaut mieux se voir tous les 3 mois ou enfin voilà, régulièrement et faire le point. Parce que le baromètre, c'est l'enfant. Si l'enfant se dégrade, s'il y a des problèmes, ben voilà, on va devoir se poser la question, est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on a mis assez de choses, ou est-ce que les parents ouvrent la porte ou elle reste fermée, enfin voilà, hein, ouais. Et là, tu parles plus du côté déjà prise en charge d'un réseau, dans le réseau, et il y avait un participant ou une participante qui interrogeait, je trouve ça intéressant aussi de voir l'inquiétude qui peut émerger, par exemple, quand on accueille des enfants dans une pratique sportive et qu'on est coach sportif, moniteur, comment on fait avec ces enfants qui arrivent avec ce bagage? On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est plus compliqué, ou aussi parce qu'il n'y a pas de matériel, etc. Et donc, ce participant soulignait comment on évite les risques aussi d'exclusion ou d'accident même, hein, physique, quand on est dans une situation très concrète à partir d'un lieu où finalement la préoccupation première n'est pas la même, on y va pour faire un sport. Oui, oui, sans doute que nous, les professionnels de l'aide, on doit être attentif à ça, parce que c'est super d'envoyer des enfants, enfin, moi je l'ai fait beaucoup en pleine de jeu, ou bien chez les scouts, ou bien dans des pratiques sportives, etc. Mais je pense qu'il y a un accompagnement nécessaire des personnes qui les prennent en charge, parce que ce ne sont pas enfin, c'est pas le même boulot que nous. Et donc, on doit un peu veiller à ce que l'enfant soit accueilli comme il est, avec oui, les manquements qui risquent d'arriver ou de se montrer, ou les comportements qui vont être plus difficiles, et comment on va accompagner cet encadrant sportif ou des animateurs scouts ou dans une plaine de jeu, parce qu'on a vraiment envie que les enfants puissent continuer à y aller, hein, c'est ça l'objectif, et on sait que les parents ne vont pas pouvoir trianguler correctement, hein. Ils vont sans doute très vite se fâcher ou ne plus mettre l'enfant, quoi. Oui. On va pas gagner. Ouais. Ok, je vois le temps qui file. Il y a encore évidemment beaucoup de partage de questions. Ce que je trouve chouette aussi, c'est que vous avez entre vous aussi envoyé des références, des outils, certains demandant un annuaire d'ASBL ou de services d'aide spécialisés. Il y en a en effet sur MyONE via le service CAP. Vous retrouverez également aussi une cartographie sur Yapaka. En rentrant votre code postal, vous pouvez retrouver toute une série d'intervenants qui gravitent dans chaque lieu.
Voilà, vous avez demandé des outils, des échelles, par exemple des références que Claire a citées dans le webinaire. La référence du webinaire de la neuropsychologue Catherine Belzung, vous la retrouverez sur yapaka.be. On a en effet fait un webinaire avec elle en décembre, où elle reprenait vraiment le côté neuroscientifique de ce qu'on pouvait observer de la maltraitance infantile sur le développement du cerveau. Voilà, ça vient très bien compléter ce que Claire vous a déjà évoqué aujourd'hui. Moi, j'avais envie d'insister en effet sur ce que tu as dit du réseau et d'inviter chacun et chaque équipe à travailler son réseau à partir de son territoire, je veux dire, parce que nous, on peut donner une idée de réseau de la prise en charge telle que définie dans le décret maltraitance, par exemple, mais il y a aussi des trésors locaux, en effet, et des ressources familiales, et que tout ça doit se conjuguer et s'ajuster à chaque, sans doute à chaque situation et à chaque famille que nous rencontrons. C'est vraiment ce que tu as dit et je trouve ça être à la cueillette de toutes les solutions possibles à partir de la situation de cette famille-là. Je trouve que ça c'est important à souligner, important aussi à dire combien l'impuissance peut nous gagner dans ce type de situation, mais aussi ce que tu as dit, que c'est le petit quotidien de l'enfant et que s'ajuster à ses demandes, sa présence, à répondre à ses besoins, c'est aussi lui proposer de faire l'expérience d'une autre relation que celle qu'il a dans sa famille au quotidien, et c'est sans doute des petits trésors aussi qu'il peut trouver dans le relationnel que nous engageons avec lui, que ce soit à partir de l'école, d'une pratique sportive, dans les mouvements de jeunesse, enfin dans tout lieu qui accueille l'enfant, et donc que chacun peut se mobiliser, en tout cas dans cette partie-là du soin de l'enfant. Et puis dire aussi, compléter le propos en disant que tu as été la plume d'un autre livre qui vient bien faire appui, qui est celui qui décline l'importance de l'équipe pour ne pas se retrouver seul et dans l'isolement face à ces situations. C'est aussi de pouvoir travailler toutes ces questions avec nos équipes, dans nos équipes, et que voilà, il n'y a pas de belles questions, il n'y a pas c'est normal, je veux dire, de pouvoir se sentir à un moment ou à un autre découragé par ce type de situation, et que ce sont, comme tu l'as souligné très justement, des situations à long terme. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution miracle, ce sont des solutions à long terme. Donc voilà, un tout grand merci. On va évidemment laisser encore un petit peu l'espace ouvert ici pour que vous puissiez déposer encore vos questions et réponses. Ça va nourrir aussi notre réflexion pour continuer à fournir des outils, à réfléchir à comment on peut travailler davantage cette question de la négligence et la faire connaître dans nos équipes. Merci à chacune et à chacun de s'être mobilisé. Donc je rappelle que le petit livre Prévenir la négligence que Claire a écrit est disponible et téléchargeable en PDF et en EPUB sur le site de yapaka.be. Donc il reprend beaucoup d'ingrédients que Claire nous a partagés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à replonger dans la lecture et à la partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous déjà pour le prochain webinaire qui aura lieu le 19 février de 13h à 14h avec Jean-Luc Villot autour des questions de maltraitance et de haine parentale, comment soigner l'enfant dans le parent. Voilà, ça vient encore compléter une autre thématique autour de la maltraitance. Un tout grand merci. Donc je laisse encore ouvert quelques minutes pour que vous puissiez déposer vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bon après-midi à chacune et chacun.